santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Renouvellement de la signature d'accord d'établissement de siège de l'Organisation internationale de la francophonie au Togo ce jeudi. Une signature renouvelée qui renforce une fois encore la coopération entre l'organisation internationale et notre pays, le Togo, à découvrir dans cette édition. Et puis, un an après le lancement du projet de développement rural de la plaine de Djagblé par le chef de l'État-fort Eswazimna Nyazingbe, les ministres de l'Agriculture et de l'Hydraulique villageoise sont allés aujourd'hui voir l'étape d'avancement des travaux. Où en sont-ils justement? Vous le saurez dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le Premier ministre, chef du gouvernement, comme ici l'homme Classo, s'est entretenu ce matin à la primature avec l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wane. Au menu de cet entretien, le renouvellement de la signature d'accord d'établissement de siège de l'OIF au Togo et le point sur la coopération entre le Togo et la francophonie. Écoutons l'administrateur de l'OIF au Togo au sortir de l'audience au micro de Augustin Kossi. J'étais venu dans le cadre donc, de la signature de l'accord de cadre renouvelé entre le gouvernement de la République du Togo et l'Organisation internationale de la francophonie et en même temps aussi contribuer au renforcement de la coopération déjà très fructueuse entre le gouvernement du Togo et l'OIF. Et évidemment, j'ai eu l'honneur de procéder à cette signature avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, donc mon ami Robert Dussé, et surtout d'avoir été reçu aussi par son Excellence le Premier ministre pour faire le point de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Togo, et aussi transmettre les salutations, les remerciements et l'engagement de la nouvelle secrétaire régionale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, aux autorités togolaises auxquelles elle adresse ses remerciements et ses sentiments les plus chaleureux. Vous n'êtes pas sans ignorer que le bureau de Lomé est un des premiers bureaux régionaux de la francophonie à travers le monde. C'est aussi avec les développements, avec les promotions, la diversification des activités, c'est devenu aussi un bureau très dynamique auquel l'OIF prête toujours une attention très très soutenue et particulière. Et je voudrais profiter de ce moment pour féliciter et remercier donc le directeur Eric Adja et toute son équipe. Et nous reviendrons dans le courant de cette édition sur ce renouvellement de signature d'accord de siège entre l'OIF et le Togo. Et la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Hawa Cissé, a été, elle, reçue en audience ce matin au siège de l'Assemblée nationale du Togo avec la présidente du Parlement, Yawa Djibori Tiegan. Elles ont ensemble abordé la nouvelle stratégie de la Banque mondiale au Togo et le rôle qui revient à la représentation nationale. Madame Cissé a profité pour présenter ses félicitations à Madame Tiegan pour son élection à la tête du Parlement togolais. Elle s'est confiée à la presse au sortir de l'entretien au micro de Augustin Kossi. Tout d'abord, ça a été une occasion pour moi de présenter nos sincères félicitations à la présidente du Parlement pour son élection à ce niveau élevé du Parlement. C'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête du Parlement au Togo. C'est vraiment un plaisir pour toutes les femmes africaines et les femmes qui œuvrent pour le développement du pays. L'objectif de la réunion, c'était de discuter avec Madame la présidente du Parlement des développements socio-économiques du pays
Et on en a profité aussi pour parler un peu de la stratégie du groupe de la Banque mondiale au Togo. Notre stratégie a été développée en 2017 autour de 3 axes. Le premier étant la promotion du secteur privé avec la création d'emplois décents. Le second est plus en relation avec la fourniture de services de base inclusifs. Et le troisième est en relation avec la durabilité et la préservation de l'environnement. Et dans ce cadre-là, il y a un thème transversal qui est la gouvernance. Et concernant la gouvernance, on a pu discuter avec Madame la Présidente de l'Assemblée de tout ce qui concerne l'engagement citoyen, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles. Avec l'engagement citoyen, on pourra renforcer la fourniture des services publics de base aux citoyens et prendre en compte les préoccupations de ces citoyens-là dans les projets que nous développons. Et nous avons convenu de continuer à travailler ensemble sur ces questions-là afin que tous les projets de la Banque mondiale au Togo soient toujours bénéfiques aux populations en prenant en compte les populations, surtout les communautés les plus démunies. Et on en vient donc à cette signature d'accord révisé entre le gouvernement togolais et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ce matin. Cet accord est relatif à l'établissement du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF dans notre pays. Il est signé côté togolais par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dossé, et du côté de l'OIF par l'administrateur de l'OIF, Adama Wan. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ulrich Amega et Chazen Baga. Ce nouvel accord revisé réaffirme l'établissement du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, BRAO, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, au Togo. Il accorde également au personnel de cette représentation des privilèges et immunités sur le territoire national. Cette révision est rendue nécessaire par les nouveaux défis et les nouvelles ambitions que nourrit l'OIF. L'accord qui régissait depuis plusieurs années les relations entre votre organisation et notre organisation, la francophonie, à travers votre bureau ici à Lomé, se devait être révisé pour la simple raison que depuis sa création, la francophonie a changé de paradigme et la francophonie est en train d'évoluer vers d'autres ambitions beaucoup plus fortes. Et ce sont les ambitions qui ont été confiées à la secrétaire générale de la francophonie, que nous saluons de passage, notre sœur Louise, et à vous-même comme responsable par les chefs d'État et de gouvernement de notre organisation. Cet accord, bien sûr, est une garantie du gouvernement togolais de continuer à accorder des privilèges et des droits à vos représentants ici à Lomé, afin qu'ils continuent à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour la réalisation des ambitions de notre organisation commune. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité à l'organisation de la francophonie pour son appui constant et la confiance sans cesse renouvelée qu'elle accorde au gouvernement togolais pour toutes les initiatives et surtout pour ses interventions multiformes aux côtés des départements ministériels, de la jeunesse, des nouvelles technologies, etc. et particulièrement aux côtés de nos populations. Le premier accord date du 16 juin 1982. Il fait du coup du Togo le premier pays dans le monde à abriter une représentation régionale de l'OIF. Ceci confirme le rôle majeur que joue le Togo dans la grande famille francophone. Rôle salué ici par l'administrateur de l'organisation. Voudrez-vous bien, Monsieur le ministre, transmettre nos remerciements et notre sincère gratitude au président de la République du Togo pour son engagement et pour la contribution substantielle que votre pays apporte à la consolidation de la présence de la francophonie à Lomé, au Togo, permettant ainsi à notre organisation d'être davantage et plus proche des territoires et des populations de nos États membres
de l'Afrique de l'Ouest. Cet engagement francophone, très estimé par l'OIF, enraciné déjà dans la tradition d'ouverture du Togo sur le monde, s'est en effet exprimé, entre autres, par l'hospitalité permanente et les facilités d'usage accordées à notre nouveau bureau, à notre bureau régional, donc en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui de la signature de cet accord de siège renouvelé entre l'Organisation internationale de la francophonie et la République togolaise. Les deux parties ont exalté l'excellence des relations d'amitié et de coopération qu'elles entretiennent. Le BRAO couvre 12 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'hydraulique villageoise étaient ce jeudi dans la plaine de Djaglé, une sortie de terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du projet de développement rural de la dite plaine, travaux lancés il y a un an jour pour jour par le chef de l'État Faure Essoyimna Gnazingbe. Alors quel est le constat sur le terrain? Où en est l'exécution de ces travaux? Petit reportage avec Yves Agbevivi. 12 mois après le lancement des travaux du projet de développement rural de la plaine de Djaglé, des travaux lancés par le chef de l'État Faure Essoyimna Gnazingbe le 22 février 2018, les travaux évoluent, mais avec quel élan? Quelle est la collaboration des riverains avec les opérateurs sur le terrain? Les ministres de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Noël Koutera Bataka, et son collègue en charge de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Bouraïma Kamfitine Thierry Issa, étaient sur le terrain. Ils ont visité les différents sites d'exécution du projet, évalués à 9 milliards 600 millions de francs CFA. Sur le terrain, les ministres ont exprimé leur satisfaction par rapport aux avancées enregistrées. On est heureux de constater que globalement, les chantiers sont bien avancés. On est dans les bons délais d'exécution de la plupart des infrastructures qui sont prévues sur le projet. Il y a des travaux qui sont déjà finalisés, il y a des bâtiments scolaires qui sont déjà occupés par des élèves. Sur le côté agricole, les engins sont en train de faire les gros travaux d'aménagement du périmètre irrigué de 340 hectares. Le canal est en train d'être apprêté. Et si tout va bien, d'ici quelques mois, les producteurs pourront commencer à exploiter ce site. La délégation ministérielle a également noté des retards à certains niveaux et a promis y remédier. Au-delà de la composante principale qui porte sur l'aménagement agricole, il y a également des infrastructures socio-collectives qui sont intégrées au projet. Nous avons constaté certains manquements de la part de certaines entreprises, notamment celles qui réalisent les magasins plus les aires de séchage. Donc c'est vous dire que le ministre de l'Agriculture et moi, nous allons rencontrer toutes les entreprises et celles qui sont en retard, des dispositions seront prises et compte rendu sera fait à qui de droit en vue de prendre les dispositions qui s'imposent. Les ministres ont rencontré les représentants locaux et des populations qui se sont déplacés pour exprimer des doléances et leur adhésion au projet dont le taux d'exécution est de 32%, tandis que la mise en œuvre du projet dans son ensemble est aujourd'hui de 45%. Éleveurs, agriculteurs, ONG, associations, partenaires, bref, les acteurs intervenant dans le domaine agro-pastoral de la sous-région ouest-africaine s'étaient retrouvés hier à Lomé pour une conférence. Et cette rencontre a pour but, d'une part, de permettre aux différents acteurs de partager leurs expériences afin de mettre en place des mécanismes communs pour la gestion de la transhumance dans la sous-région et d'autre part, donner aux journalistes les éléments suffisants pour mieux traiter les informations en matière de mobilité du bétail. Les précisions avec Mary Agbo et Sonia Amenipo. Quelle approche pour une mobilité apaisée et sécurisée du bétail en Afrique de l'Ouest? La problématique est au cœur de cette rencontre qui a réuni les acteurs de la transhumance des pays sahéliens et côtiers. Il était question pour les professionnels de cette filière de partager leurs expériences, d'échanger sur les enjeux et défis du secteur et surtout son impact sur l'économie des pays. Finalité, trouver des mécanismes adaptés pour sa gestion.
Cette conférence participe d'abord à une certaine sensibilisation des acteurs, surtout des pays côtiers, pour qu'ils puissent comprendre l'apport économique et social de la mobilité du bétail. Mais malgré tout, c'est vrai, il y a aussi des problèmes. C'est ces problèmes qu'ensemble, les pays côtiers et les pays sahéliens, à travers l'espace CEDEAO, tentent de trouver des solutions. Il n'y a pas une activité en réalité qui n'a pas de problème. Il y a un certain nombre de préjugés que nous tentons de déconstruire pour que les gens s'acceptent. Le sujet est appréhendé avec acuité et a été pris à bras-le-corps par les plus hautes autorités qui disposent en la matière d'un plan de gestion. Un plan qui est opérationnel depuis 2014 et qui permet de mieux gérer la transhumance au Togo. Il était important donc pour nous de créer les conditions favorables donc pour pouvoir faciliter en fait la mobilité du bétail donc sur le territoire. Alors donc c'est parti du plan de gestion de la transhumance qu'on en est arrivé au plan opérationnel. Donc on essaie d'adapter chaque année donc en fonction des situations délétères. Donc le plan est là et donc il est partagé donc en début de campagne. Et à la fin de la campagne, donc, on fait un bilan donc, pour apprécier un peu voilà, tout ce qui n'a pas marché, ce qui peut mieux marcher. Cette conférence, initiée par l'ONG Acting for Life, en collaboration avec le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel 6, a reçu l'appui de plusieurs partenaires dont l'Agence française de développement AFD, Air France et bien d'autres. Elle vise essentiellement à donner aux journalistes les éléments nécessaires pour mieux appréhender et traiter les informations en matière de la mobilité du bétail dans la sous-région. Comment fusionner les expériences et les actions pour une gestion durable des ressources naturelles dans les écosystèmes de mangroves? Les différents acteurs d'Afrique et d'Europe échangent depuis hier leurs connaissances, expertise et savoir-faire pour développer des stratégies communes pour sauvegarder ces zones vitales pour les populations des zones côtières. Les précisions avec Dodo Wari. L'écosystème de mangrove est l'un des plus productifs au niveau des littoraux. Ces richesses naturelles et biologiques constituent des moyens de subsistance pour des millions de personnes qui vivent dans ces zones en voie de disparition. Il urge de protéger et de préserver cet important patrimoine naturel à travers des synergies d'action et des stratégies pour revitaliser des mangroves, leur potentialité et leur devenir. Ce colloque est un espace de dialogue et de concertation entre chercheurs, organisations communautaires, acteurs de terrain et acteurs institutionnels pour une mutualisation des expériences pouvant aboutir à la gestion durable des ressources naturelles de l'écosystème mangrove. Sur le plan ressources naturelles, ils fournissent du bois, ils fournissent beaucoup d'autres choses. En dehors des ressources halieutiques, il y a aussi des zones humides. Et ces zones humides, avec les mangroves, constituent de grands patrimoines pour les populations riveraines et ils trouvent leur part dans ces milieux aquatiques. Et sur le plan climatique, les mangroves séquestrent beaucoup plus de carbone que les autres écosystèmes forestiers. Et donc, c'est un écosystème qui est utile pour nous localement, mais aussi utile pour le monde entier. On va partager les expériences de tous ces pays pour savoir, dans les différentes zones, pourquoi la mangrove est menacée, qui la menace. Est-ce que ce sont les hommes, est-ce que c'est le changement climatique, est-ce que c'est tout ça qui va ensemble? Et puis du coup, pour chacune de ces difficultés, qui a déjà inventé une solution, qui a déjà testé quelque chose? Et ce qu'on va essayer au bout de ces 4 jours, c'est d'avoir des gens qui se prennent la main ensemble et qui disent, voilà, tout ce que chacun a appris, il le partage avec les autres pour qu'on puisse l'appliquer ailleurs. Au Togo, ces zones humides sont menacées et fortement dégradées par les diverses activités humaines. Le gouvernement s'efforce de sauvegarder des reliques de mangroves qui existent encore dans les zones lagunaires du pays à travers des actions de protection de l'écosystème forestier et de la biodiversité. Le Togo a inscrit les zones humides du littoral, y compris les mangroves, sur la liste Ramsar, preuve de son souci de gestion durable de ces écosystèmes dans une approche concertée. La même approche fonde la participation du pays au projet d'investissement de la résilience des zones côtières
en Afrique de l'Ouest, Ouaka RESIP, lancé le 30 novembre 2018 dans le cadre du programme régional de gestion du littoral ouest africain. Les actions envisagées dans le cadre de ce projet visent donc à stabiliser l'érosion côtière en protégeant les berges du chenal Baga par la restauration des poches de mangroves et l'arrière-plan de cette végétation. Entreprendre le curage mécanique du chenal pour y assurer un cabotage utilitaire qui favoriserait le développement de l'écotourisme. Concrètement, ce projet délivrera au plan national, entre autres résultats, 500 hectares de mangroves reboisées et ou restaurées. Le projet expertise universitaire Mangrove est donc novateur et va permettre de restaurer ces milieux littoraux qui ont des potentialités naturelles et économiques vitales pour le développement d'un pays. La communauté scientifique de l'Université de Lomé et les experts environnementalistes échangent de leur côté à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé sur le système mondial d'information de la biodiversité, en abrégé GBIF, une plateforme relative à l'utilisation des données de la biodiversité. Et le nouveau site de GBIF Togo sera également mis en place. Les échanges d'informations via ce réseau mondial permettront donc aux chercheurs et aux États de prendre des décisions adéquates dans la gestion des écosystèmes pour la protection de l'environnement. Le compte rendu avec Aïcha Zibrou et Arnaud Kilio. Les menaces de disparition des espèces animales et végétales et les changements climatiques inquiètent la communauté internationale. Les chercheurs scientifiques étudient les possibilités de modéliser la distribution des espèces végétales à partir des données de terrain disponibles sur la plateforme JBF, Système mondial d'information. Donc on a un potentiel énorme d'information sur une biodiversité qui ici est très importante, et ce potentiel, on a besoin d'entités comme le GBIF Togo pour la rendre accessible. Donc voilà pourquoi le gbif.org fait des sessions de sensibilisation et de formation ici. Si on veut protéger la nature, on peut le faire par des mesures d'accès, par exemple, par des entreprises minières à certains sites. On veut atténuer l'impact de ces mines sur ces sites, et pour faire ça, il faut savoir quelles sont les espèces qui sont en présence, quels sont les écosystèmes qui risquent d'être impactés, et éventuellement comment l'entreprise minière peut compenser ailleurs sur le même genre d'écosystème en créant une aire protégée. Le Togo est devenu membre de JBF depuis 2009 avec un point focal basé à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Cette rencontre avec les acteurs de la biodiversité vise donc à accroître la disponibilité et l'utilisation des informations pour la recherche et la prise de décision au Togo. Ce que nous faisons, c'est de recueillir les informations que nous avons au niveau de notre pays et de pouvoir les rendre disponibles à la communauté scientifique, mais également à la communauté des décideurs. Sur le plan mondial, il y a plus d'1 milliard de données qui sont disponibles et qui sont disponibles gratuitement. Mais qu'est-ce que nous, scientifiques, nous faisons de ces données-là? Comment utilisons-nous ces données-là? Comment est-ce que nous mettons à profit ces données-là? Le point focal fait la promotion des pratiques de gestion des données et encourage la communauté des détenteurs de connaissances sur la biodiversité à mettre en commun leurs expertises. Une gestion collaborative des données permettra de relever les défis liés à la protection de l'environnement. La nouvelle société cotonnière du Togo connaît une crise liée à la gouvernance et les cotonculteurs s'en inquiètent. Et pour cela, une délégation de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton est en tournée pour apporter de la lumière à ce sujet. Et elle a déjà parcouru la région de Kara. La correspondance de Nestor Mozo. Des malversations ont été constatées dans la gestion financière de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. Cette situation a des impacts négatifs sur le fonctionnement des usines. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, FNGPC, qui détient 40% du capital de la NSCT, a décidé alors de mener une tournée d'explication à la base en vue de rassurer les cotonculteurs sur les dispositions prises pour juguler cette crise et continuer par maintenir le cap des 200 000 tonnes de coton graines à atteindre en 2022, objectif fixé par la vision stratégique de la NSCT en 2013. C'est le premier point de la tournée de la FNGPC. Le ministre de l'Agriculture
était dépêché par le gouvernement et il est venu nous entretenir à Atapamé. Et étant donné qu'à Atapamé, c'était un échantillon des producteurs qui étaient là, il était de bon ton que nous, en tant que représentants de la Fédération nationale, accompagnés de tous les membres et de l'équipe technique, nous sillonnons tout le pays pour apaiser les producteurs et leur rassurer que tout ce qui est en train de se passer, ça serait passager et que le gouvernement a pris des mesures conservatoires pour permettre à la filière de continuer son fonctionnement. Le deuxième point concerne le renouvellement des membres. En 2013, la FNGPC a fait une mutation en société coopérative. Et comme la société coopérative exige le renouvellement des membres et étant donné que les différents bureaux sont arrivés au terme de leur deuxième mandat autorisé, le déclenchement de la procédure de renouvellement s'impose. Comment ce renouvellement se fera? Les discussions ont tourné là-dessus. Le calendrier fait obligation à toutes les fêtières de tenir leur assemblée générale élective avant le 30 juin 2019. Ce sont les conseils d'administration et les conseils de surveillance de 27 unions préfectorales, de 5 unions régionales et de la FNGPC qui doivent être renouvelées. La Société de cardiologie du Togo, en abrégé SOCAR, tient depuis hier à Lomé son deuxième congrès international. Le thème retenu pour cette rencontre scientifique de cardiologie est syndrome métabolique et maladies cardiovasculaires. Quelle solution pour l'Afrique? Les travaux qui vont durer 3 jours vont permettre aux experts cardiologues de faire l'état des lieux de cette affection, partager les expériences et les résultats des recherches afin de mettre au point de nouvelles stratégies de lutte et de traitement. Les précisions avec Chazana Baga. Ce deuxième congrès scientifique international de la Société de cardiologie du Togo a identifié le bouchon artériel, encore appelé athérosclérose, comme ennemi public numéro 1. Cette maladie est si redoutable qu'elle tue chaque année 17,5 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Loin donc derrière les autres pathologies, avec à elle seule 31% des cas de mortalité. La première cause et de loin la plus importante est le syndrome métabolique. Il s'agit d'une association vicieuse d'un ensemble de signes physiologiques liés à l'obésité, le diabète, le mauvais cholestérol et l'hypertension artérielle. Au Togo, de récentes études dans la population révèlent que 30% des adultes souffrent d'hypertension artérielle, 7,3% du diabète et 15% d'obésité. La menace est donc réelle et appelle à des mesures urgentes et efficientes, d'où la problématique de ces assises, syndrome métabolique et maladies cardiovasculaires. Quelle solution pour l'Afrique? C'est fréquent et c'est grave. Il faut qu'on en parle. D'abord entre nous, en tant que scientifiques, qu'on se penche pour voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour lutter contre ce phénomène qui décime nos populations. Aujourd'hui, ça tue plus que les maladies transmissibles chez l'adulte, je parle de l'adulte. Et donc, il faut faire quelque chose pour inverser la tendance. Un des grands facteurs aggravants du syndrome métabolique est l'ignorance des populations. À tort, celles-ci considèrent le mal comme un signe d'aisance et de réussite. L'embonpoint et le fameux gros ventre, encore appelé le ventre administratif, en sont des illustrations parfaites. D'où l'enjeu de ces assises qui consiste à mettre en place des stratégies innovantes et robustes pour rompre ce cercle vicieux. Voilà pourquoi les travaux tablent sur 3 axes majeurs. Il faut la recherche. Avant de pouvoir prendre des décisions, il faut avoir des données fiables. Et nous sommes en train de fédérer nos forces, nos compétences pour faire des travaux multicentriques, c'est-à-dire qui intéressent plusieurs pays. Et nous allons nous mettre ensemble pour faire des protocoles commun pour aller dans ce sens-là. C'est le premier volet de notre stratégie. Deuxième volet, on va à partir de maintenant voir comment mettre en place des moyens, des mécanismes pour faire le dépistage précoce. Troisième volet, c'est de pouvoir réfléchir. Dans nos pays, il y a des programmes nationaux de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est l'occasion de voir comment renforcer ces programmes-là pour que nous puissions aller jusqu'à l'intérieur des pays, dans les zones rurales. On ne doit pas seulement rester à la capitale pour parler à la capitale, alors que nos parents de l'intérieur sont aussi intéressés par le phénomène. Donc comment faire pour aller jusque-là? Dans cette démarche, la Société de cardiologie du Togo n'est pas seule.
Elle se fait accompagner par des sociétés sœurs venues de la Côte d'Ivoire, par un scientifique des présentes assises du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, du Congo et de la France. C'est la longue amitié ivoiro-togolaise, je dirais, qui continue. Et nous sommes dans le même environnement, la même problématique que nous avons en termes de prise en charge des maladies cardiovasculaires. On a en Côte d'Ivoire, sont valables ici à Lomé, valables aussi au Ghana, valables en tout cas dans tout notre petit environnement, avec les mêmes problématiques, l'accès aux médicaments pour ce qui concerne ces maladies chroniques non transmissibles, et puis aussi notre culture africaine qui n'a pas habitué à prendre des médicaments tous les jours, un traitement qu'on doit prendre tout le temps. C'est un peu difficile pour nous les Africains. Nous aimons utiliser le vocable traitement pour la vie et non traitement à vie, parce que c'est des médications, si elles sont bien suivies, permettent en tout cas de vivre pendant longtemps sans avoir de complications. Bien, c'est un problème de santé publique majeur sur lesquels des mesures simples doivent être prises. On parle beaucoup de prévention dans les pays industrialisés et je crois qu'aujourd'hui en Afrique c'est un problème de santé publique majeur. Il faut que ces mesures soient aussi prises dans les pays en voie de développement. On voit bien que le mode de vie aujourd'hui entraîne des conséquences majeures avec une recrudescence des maladies cardiovasculaires. Et voilà, donc c'est vraiment une thématique qui est importante. La manière dont on s'alimente, l'activité physique, des éléments qui sont relativement simples et qui peuvent transformer la vie des gens. Dans le contexte de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire, les plus hautes autorités togolaises ambitionnent de réduire drastiquement le taux de prévalence de l'hypertension artérielle au Togo de 305% en 2016 à 105% d'ici à 2022. Le gouvernement attend donc beaucoup des recommandations de ces assises pour bâtir un système de santé fort et résilient pour le bien-être des populations. Le comité de gestion de redevances pour l'éclairage public a échangé du côté de Kara avec les préfets, les présidents de délégations spéciales et les secrétaires généraux des communes et préfectures de la région. Ce comité leur a présenté les difficultés rencontrées dans le paiement des factures d'électricité, de l'éclairage public et de la maintenance des installations et recueilli par la même occasion leurs avis. Les précisions depuis Kara de Nestor Mozon. Sur chaque facture d'électricité à usage domestique, il est perçu un franc CFA destiné à l'éclairage public. Pour chaque facture à titre industriel, la redevance est de 2 francs. Depuis 2011, un comité a été mis en place pour la gestion des fonds de cette redevance. Au fil des années, ce comité s'est rendu compte que les fonds collectés ne sont pas suffisants pour payer les factures de l'éclairage public, assurer l'extension de cet éclairage public et la maintenance des installations. C'est en vue de trouver des solutions à cette situation que le comité a entrepris de rencontrer les préfets, les présidents des délégations spéciales et les secrétaires généraux des communes et des préfectures. La tournée est à l'étape de la région de la Kara. Nous avons échangé sur les fonds, la gestion des fonds. Nous les avons présenté les chiffres. Nous nous sommes tous rendus compte que au fur et à mesure que le temps passe, il y a des difficultés qui sont en train de s'accumuler et pour lesquelles il faut apporter rapidement les solutions. Parmi ces difficultés se trouvent les impayés des consommations d'électricité que l'éclairage public consomme. Nous nous sommes rendus compte que chaque année, il n'y a pas moins de 1 milliard qui s'accumule comme impayé. Et si rien n'est fait, dans nos projections d'ici 2023, nous allons arriver à 12 milliards d'impayés et d'ici 10 ans à 50 milliards d'impayés. Ce qui va être très difficile pour que l'éclairage puisse continuer par nous servir. Nous sommes rendus compte que les responsables des localités sont déjà conscients du problème. Ils ont fait des propositions très importantes, très salutaires. Commencé par Dapaon, la tournée va s'achever à Lomé. À l'issue de cette tournée, le comité de gestion de la redevance pour l'éclairage public va dresser un rapport. Ce rapport sera transmis au ministre en charge de l'énergie et à celui de l'administration territoriale pour qu'une décision soit prise afin que l'éclairage public continue par être assuré.
Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de la préfecture de Tchamba, étaient avec leur électorat pour échanger sur le déroulement du scrutin du 20 décembre dernier. Et c'était également une rencontre de remerciement des députés élus lors de ces législatives. Le compte rendu avec Lamarck Boudjona. Rencontre de remerciement des députés du parti UNIR de la préfecture de Tchamba. La salle de spectacle des jeunes de la localité était trop exiguë pour contenir les militants. Après l'élection législative du 20 décembre dernier, il était important pour les 3 députés élus de revenir encourager l'électorat et faire le bilan de ces consultations électorales. On a bâti un grand score à 91% de taux de participation à Tchamba. Et la vaillante population de la préfecture mérite qu'on revienne vers elle pour les remerciements. Et en guise de reconnaissance, ce matin on s'est retrouvés, mais bien avant, le bureau préfectoral a refait une tournée dans la préfecture pour revoir encore en détail, discuter avec les comités de base. Et aujourd'hui nous avons eu cette restitution. On a échangé effectivement, surtout pour qu'on prépare le futur. 2020, c'est bientôt. Nous sommes à un an des élections présidentielles. C'est normal que nous nous retrouvions, qu'on voit, qu'on regarde. Le 20 décembre, bien sûr, ça s'est bien passé. Comme on l'a dit, on a eu un bon score. Mais néanmoins, comme on dit, on peut mieux faire. Donc nous voulons que 2020, que ça soit plus de 91% que nous avons eu en 2018 aux législatives. Le vice-président du parti UNIR chargé de la région centrale, tête de liste des candidats de la préfecture de Tchamba, a remercié le président de la République pour sa politique de paix et de développement. Afo Adjadiji a appelé la population à s'apprêter pour les échéances qui s'annoncent, notamment les locales et la présidentielle de 2020. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons maintenant la page des sports de ce soir avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, la page des sports de ce jeudi 21 février sera consacrée au football. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Claude, peux-tu nous dévoiler le programme des obsèques de notre chef de division des sports, Alfred Kolani, rappelé à Dieu le 11 février dernier? Bien sûr, Anita, déjà demain, vendredi 22 février 2019, 18h30 à 20h, veillée de prière de chant en l'église Marie-Mère du rédacteur d'Adjidogomé. Samedi 23 février 2019, 5h à 7h, exposition du corps domicile du défunt, non loin du carrefour Bonheur à Nanébé. 7h30, levée du corps. 8h, messe d'enterrement en la même église suivie de l'inhumation au cimetière de Yokwe, toujours à Adjidogomé. Dimanche 24 février 2019, 8h, messe d'action de grâce en l'église Marie-Mère du rédacteur d'Adjidogomé. Les salutations d'usage seront reçues au cimetière. La direction de la télévision togolaise invite tout le personnel à sortir massivement pour accompagner notre collègue à sa dernière demeure. Merci Claude, et nous poursuivons maintenant avec les informations sportives proprement dites et avec la 4e édition du projet Non à la violence dans les stades qui a été lancé hier sur le terrain de l'état-major des forces armées togolaises. C'était à travers un match de gala ayant opposé une sélection des FAT à l'association des conducteurs routiers du Togo. Victoire à l'arrivée des FAT au tir au but 5-4 après un temps de jeu sanctionné par 0 but partout. Johnson a flippé. De cohésion pour dire ensemble halte aux scènes de violence dans le sport au Togo. La 4e édition du projet Non à la violence dans les stades au Togo est de cette manière mise en route. Et pour la circonstance, l'équipe de l'association des conducteurs routiers de Orlando, ACRH en bleu, était en visite à l'état-major chez une sélection des forces armées togolaises, FAT FC, maillot rouge. Même en étant dans la maison des corps habillés, les conducteurs ne se laissent pas impressionner pour autant. Ce sont plutôt les bleus qui montrent de la hargne les premiers avec un jeu tourné vers l'offensive. Ébranlés, les rouges peuvent remercier la Providence pour ne pas avoir encaissé de but dans le premier quart d'heure. Progressivement, FAT FC se reprend et attaque à son tour. Elle s'offre des situations intéressantes pour scorer, mais l'adresse dans le dernier geste la fuit. Le score demeure nul et vierge à la pause. La seconde période, elle, est un cocktail de ratés de part et d'autre, au point que FAT FC, qui a bénéficié d'un pénalty à la 57e minute, bute sur le portier adverse. Secoué sur le coup, ACRH ne concrétise guère ses tentatives.
Le temps de jeu bouclé, c'est enfin au cours de la séance des 6 rebuts que FAT FC assure son succès 5-4. Dans un contexte marqué par la résurgence de la violence dans les championnats nationaux de football ces dernières semaines, l'initiative a toujours son sens. Du moment où il y a eu une première édition, une deuxième édition, une troisième édition, il faut faire la continuité des choses. Sur les terrains togolais, il y a des vrais problèmes de violence. Je suis arbitre également. J'ai envie de protéger les arbitres, j'ai envie de protéger les joueurs, j'ai envie de protéger le jeu. Et j'ai envie de protéger le sport togolais. Il faudrait qu'on continue à se battre dans ce sens. Passé l'heure de la débauche d'énergie, ACRH et FAT FC ont été récompensés, chacune à la mesure de son mérite. Et de 2 pour l'œuvre de détection de talents connue sous le nom de Graines du Togo. L'édition 2019 de cette œuvre a été lancée donc officiellement hier à Lomé par son promoteur qui n'est autre que Claude Leroy. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, du président de la Fédération togolaise de football et des partenaires dont Togocel et la brasserie Bébé de Lomé. Tiens-Putuba nous en dit davantage. Le sélectionneur national des éperviers du Togo, Claude Leroy, poursuit son œuvre de semis des graines de football au Togo. Une œuvre dont le lancement officiel, deuxième du genre d'ailleurs, a rassemblé autour de l'initiateur la Fédération togolaise de football, partenaire incontournable, le leader de la téléphonie mobile au Togo, Togo Cellulaire, la brasserie Bébé de Lomé et autres partenaires. Dédié aux jeunes Togolais de moins de 20 ans, ce projet Graines du Togo, parrainé par le président Faure Gnassingbé, se veut un cadre par excellence de détection de talents à suivre pour en faire in fine une base solide. Et le grand succès cette année, c'est qu'on a de plus en plus de filles qui arrivent, puisqu'on est à plus de 20% de participation de filles. C'est-à-dire qu'on a gagné presque 10% par rapport à l'année dernière, ce qui est un succès formidable. Ça commence à porter ses fruits. Alors, ce n'est pas encore spectaculaire, mais en développant ça chaque année un petit peu plus et tout, bien évidemment, on va arriver à pérenniser des équipes de jeunes de qualité au Togo. Je crois que nous allons travailler en franche collaboration pour que nous puissions vraiment détecter ces jeunes talents pour le bonheur donc, du football togolais. Le projet a évolué, donc juste après cette détection-là, on fera des sélections par région et on construira des différentes équipes. Aujourd'hui, la fédération est dans la même dynamique. Nous avons pensé travailler avec des associations et des écoles de formation pour pouvoir faire le championnat des jeunes que nous allons lancer d'ici avril. Cette année, le nombre de sites passe à 76 pour 49 en 2018. Des sites prévus pour accueillir 4 ateliers faits de tests techniques, physiques, tactiques et mentales. Une si noble aventure qui suscite de l'intérêt. C'est un projet que nous avons accompagné en 2018, 2019, mais que nous accompagnerons dans les années futures parce que ça prend un engouement tellement fort que je ne vois pas comment on pourrait se lever de ce projet et se lever de ce sponsor. Certes, beaucoup de sponsors veulent rentrer, et tant mieux, parce que ça va pérenniser ce projet, et on ne sera plus les seuls, on sera peut-être moins officiel qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que c'est pour les jeunes togolais, c'est pour la jeunesse togolaise qu'on le fait tout d'abord. Nous sommes une entreprise citoyenne qui soutenons massivement toutes les organisations et tous les événements à caractère sportif et socio-culturel sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cette année 2019, nous renouvelons encore une fois notre engagement aux côtés du projet Graines du Togo. Un projet destiné à révéler des docteurs Carolo, des Tommy Sylvestre et des Cheikh Adebayor de demain. C'est un engagement et une ambition noble que de soutenir le projet Graines du Togo. Une occasion pour le directeur de cabinet du ministre des Sports de renouveler l'engagement du gouvernement togolais à soutenir ce projet. Graines du Togo 2019, qui a déjà démarré sur toute l'étendue du territoire national depuis janvier, va s'achever le 20 avril 2019 avec la finale au stade municipal de Lomé. Oui, Anita, c'est l'essentiel de la page des sports du jour. Samedi, Jean Kofi et Dédi retrouvera les amis télésportifs à travers Sport et Détente. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Ainsi se referme cette édition. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.